Secondaire 3, l'énergie et ses manifestations. Il est parfois difficile de définir de l'énergie parce que lorsqu'on cherche sur Internet, on trouve généralement les manifestations de l'énergie ou les sources d'énergie, ou encore des définitions plus ou moins claires qui ont rapport plutôt avec la spiritualité qu'avec la science. Pour le cours de science, nous définirons l'énergie comme la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement, et l'unité de mesure de l'énergie sera le joule. Le déplacement d'une masse est un exemple de travail qui peut être accompli avec de l'énergie. Par exemple, pour déplacer leur corps, les enfants qui courent doivent utiliser de l'énergie. De la même manière, une personne qui déplace une boîte doit utiliser de l'énergie pour le réussir. Même lorsqu'une personne tombe, elle utilise de l'énergie puisqu'elle avait de l'énergie cachée à l'intérieur d'elle-même, c'est ce que nous appelons de l'énergie potentielle. Cette énergie se manifeste maintenant dans le mouvement de son corps. Pour ce qui est de provoquer un changement, nous pouvons penser, par exemple, à de la glace qui fond, ou à du bronzage, ou à un gâteau qui cuit. Pour ce qui est de l'unité de mesure, le joule est l'énergie nécessaire pour soulever un objet de 100 grammes de 1 mètre. Si l'objet est 2 fois plus lourd ou nous devons le déplacer 2 fois plus loin, nous aurons besoin de 2 joules. Une définition plus exacte serait qu'un joule est l'énergie nécessaire pour appliquer une force de 1 newton sur 1 mètre dans le sens du mouvement. Pour le secondaire 3, la définition en haut sera suffisante. Dans le monde, l'énergie se manifeste sous plusieurs formes. Et comme on peut voir sur le diagramme suivant, l'énergie peut passer d'une forme à une autre. Pour commencer, il y a de l'énergie thermique. L'énergie thermique est l'énergie qui vient du mouvement désordonné des particules. Cette énergie dépend du mouvement des particules et de la quantité des particules. Plus un objet est chaud, plus ses particules vont bouger beaucoup. Et plus un objet a de particules, plus il nous faudra de l'énergie thermique pour faire bouger toutes ces particules. Nous avons ensuite de l'énergie chimique. L'énergie chimique est l'énergie emmagasinée dans les liaisons d'une molécule. Lorsque nous faisons des réactions chimiques, nous forçons les atomes à se détacher et à se réorganiser d'une autre manière. Certaines réactions chimiques, les nouvelles liaisons créées par les atomes vont prendre plus d'énergie qu'avant. Dans ce cas, la réaction chimique prend de l'énergie et nous aurons à la fin plus d'énergie chimique dans l'objet. Nous pouvons par exemple penser à des sucres fabriqués par la photosynthèse. Autre type de réaction, les atomes libèrent plus d'énergie et elles vont donc avoir des liaisons qui prennent moins d'énergie à la fin que les liaisons qu'elles avaient au début. À titre d'exemple, nous pouvons penser à la combustion ou à la respiration. Lorsque nous avons vu la nutrition, nous avons vu la calorimétrie. Pour trouver le nombre de calories par exemple, nous pouvons brûler des amandes et noter l'augmentation de la température de l'eau. En brûlant les amandes, nous libérons l'énergie qui était cachée dans les liaisons chimiques et nous capturons cette énergie dans l'eau qui augmente de température. En nutrition, nous avons défini les calories comme l'énergie nécessaire pour faire augmenter la température d'un kilogramme d'eau de 1 degré Celsius. Je dis bien en nutrition puisqu'en chimie, les calories vont généralement faire référence à l'énergie nécessaire pour faire augmenter la température d'un gramme d'eau et non d'un kilogramme. Et nous avons vu que les joules sont l'unité de mesure de l'énergie. Dans ce cas, nous avons donc des mesures d'énergie. En réalité, une calorie en nutrition est égale à 4,18 kJ. Nous avons ensuite de l'énergie rayonnante. Rayonnante est l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques. Toutes les ondes électromagnétiques se trouvent sur le spectre électromagnétique. Sur ce spectre, nous avons une petite partie qui est de la lumière visible. C'est la lumière que nous pouvons voir. Mais nous avons également d'autres types d'ondes, comme les rayons ultraviolets, les rayons X ou les rayons gamma. Et si nous allons dans l'autre direction, nous pouvons même trouver les rayons infrarouges, les micro-ondes ou les ondes. Nous reviendrons au spectre électromagnétique lorsque nous parlerons des yeux et de la vision. Nous avons de l'énergie mécanique. Dans l'énergie mécanique, nous trouverons l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet en fonction de sa masse et de sa vitesse. Au secondaire 4, nous apprendrons même la formule pour le calculer. Mais pour le moment, il suffit de comprendre que si la masse est plus grande ou si la vitesse est plus grande, l'énergie cinétique sera plus grande. Comme l'énergie cinétique a rapport avec le mouvement, nous pouvons y inclure, par exemple, de l'énergie éolienne, parce que nous parlons du mouvement de l'air. Nous pouvons également inclure de l'énergie hydraulique,
parce que nous parlons du mouvement de l'eau, ou même de l'énergie sonore, puisque nous parlons du mouvement des particules de l'air. Nous avons ensuite de l'énergie potentielle gravitationnelle. Il s'agit de l'énergie emmagasinée dans un objet en fonction de sa masse, de l'attraction gravitationnelle et de sa hauteur. Encore une fois, au secondaire 4, nous apprendrons la formule pour calculer exactement l'énergie potentielle. Pour le moment, il suffit de comprendre que si un objet est plus lourd, ou si la gravité est plus forte, ou si l'hauteur est plus grande, nous aurons plus d'énergie potentielle gravitationnelle. Il existe d'autres types d'énergie potentielle. Il suffit d'imaginer un élastique bien étiré juste à côté de notre tête pour réaliser qu'on ne trouvera pas ça très rassurant. Il y aura de l'énergie potentielle élastique dans cet élastique. Nous pouvons également penser à l'énergie chimique, puisqu'il y a de l'énergie cachée à l'intérieur des liaisons chimiques d'une substance. Cette énergie pourrait être libérée sous forme de feu ou de réaction chimique, mais pour le moment, c'est l'énergie potentielle. Finalement, on peut inclure de l'énergie nucléaire puisqu'il s'agit du potentiel caché dans les noyaux des atomes. Comme nous avons vu plus tôt, l'énergie peut changer de forme. Nous parlons alors de la transformation de l'énergie, c'est-à-dire le passage d'une forme d'énergie à une autre. Nous commençons avec de l'énergie chimique, c'est-à-dire de l'énergie cachée à l'intérieur des liaisons chimiques des morceaux de bois. Grâce à la combustion, nous transformons cette énergie chimique en énergie thermique et en énergie rayonnante. Nous commençons avec de l'énergie électrique pour produire de l'énergie sonore. Encore une fois, les deux formes d'énergie sont différentes, nous avons donc une transformation d'énergie. Bien sûr, dans certains cas, l'énergie ne se transforme pas, elle ne fait que passer d'un milieu à un autre. Nous parlons alors de transfert d'énergie, c'est-à-dire le passage de l'énergie d'un milieu à un autre. Par exemple, nous pouvons penser à quelqu'un qui se réchauffe les mains sur quelque chose de chaud. Dans l'image suivante, l'énergie thermique du café passe aux mains, mais reste sous forme de l'énergie thermique. Les mains deviennent plus chaudes parce que le café était chaud. Dans le cas nous pouvons voir que le mouvement du vent est transféré au mouvement des éoliennes. Bien sûr, après, le mouvement des éoliennes est transformé en électricité, c'est-à-dire que nous commençons avec un transfert d'énergie pour continuer avec une transformation d'énergie. Merci beaucoup tout le monde.